Bonsoir, merci à vous de nous rejoindre, y compris le samedi, puisque l'information, c'est aussi le week-end sur Monaco Info. En cette période estivale, comment se portent les succulentes et les cactus du jardin exotique et du centre botanique? Nous avons posé la question à Diane Ortolani. Les estivales du Rocher avaient lieu vendredi soir. Et quasiment au même moment, Voyage était proposé au théâtre du Fort-Antoine. Nous prendrons ensuite la direction de Tokyo pour suivre les tout derniers résultats. Mathias Raymond dressera d'ailleurs dans ce journal le bilan pour les Rouges et Blancs. Mais avant de développer ces titres, place à vous Julia, bonsoir. On vous retrouve pour un premier point info. Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Ce vendredi, 14 patients étaient pris en charge au CHPG. 12 personnes, dont 8 résidents, sont hospitalisés. Le bilan sanitaire de la Principauté s'élève donc à 2873 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise. Le total des personnes guéries s'élève, lui, à 2700. Et pour continuer de maîtriser la crise sanitaire au mieux, la vaccination s'élargit au plus grand nombre à Monaco. On vous en a parlé toute cette semaine, le gouvernement princier élargit la vaccination gratuite aux assurés sociaux des régimes monégasques âgés de 40 ans et plus. Les volontaires sont invités à se signaler auprès du centre d'appel Covid-19 au 92 05 55 00, joignable 7 jours sur 7 de 8h à 20h ou en ligne tout simplement sur le site internet covid19.mc. L'idéal, Julia, est de faire des tests sérologiques en plus de la vaccination? Tout à fait Sandrine, car une prise de sang permet de savoir si vous avez été infecté par le virus et si c'est le cas, où en sont vos anticorps et donc votre niveau de protection à la Covid-19. Grâce aux différents résultats collectés par les autorités sanitaires, il sera possible d'établir de manière fiable une surveillance épidémiologique de la Principauté. Je vous rappelle également encore une fois que le port du masque est obligatoire et qu'à partir du 23 août, il faudra présenter un pass sanitaire pour accéder aux bars et aux restaurants du pays pour tous les monégasques résidents et salariés. Pour finir, si vous revenez de vacances, il est fortement recommandé d'aller se faire tester pour éviter toute propagation du virus dans la Principauté. Les contrôles de police vont en ce sens se renforcer? À Monaco, les policiers seront bientôt équipés de smartphones pour contrôler les QR codes et ainsi s'assurer de la validité des passes sanitaires. C'est Richard Marangoni, le directeur de la Sûreté publique, qui l'a d'ailleurs, Sandrine, annoncé sur notre antenne. Merci Julia. Vous l'aurez compris à travers le sommaire de cette édition, JT placé sous le signe de l'été. Débutons ce chapitre avec vous, Diane Ortolani. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le jardin exotique et par là même son centre botanique. Alors toute première question, comment se portent les plus de 10 000 plantes, je crois? Nous avons 10 500 plantes au centre botanique, effectivement, mais nous en avons tout autant au jardin exotique et tout le monde va bien. Oui, parce qu'il faut distinguer le jardin exotique qui est lui fermé pour travaux et le centre botanique ouvert lui pour des visites guidées, c'est bien cela? Exactement. Le jardin exotique a été fermé à partir du premier confinement. Il a été fermé pour de gros travaux. Et le centre botanique, lui, a été ouvert aux visites. Et donc nous avons une formule, je dirais, qui est non estivale, où les températures dans les serres sont viables, où nous proposons des visites guidées avec un spécialiste, mais aussi des visites libres, ce qui n'existait pas avant. Et là, à l'heure actuelle, étant donné qu'il peut monter jusqu'à 45 degrés dans nos serres, nous avons arrêté les visites guidées et nous faisons seulement des visites libres, donc les gens déambulent à leur aise dans le centre botanique. Et pour les téléspectateurs qui souhaiteraient participer justement à ces visites, c'est possible tout au long du mois d'août aussi? Bien sûr, nous sommes ouverts du mardi au samedi de 8h30 à 15h30. Alors, collection de cactés, Diane, succulentes. On imagine que l'été est une bonne période pour ce type de plantes et qu'elles aiment la chaleur. Vrai ou faux finalement? C'est vrai, ce sont des plantes de milieu aride. Donc elles sont bien chez nous, où nous bénéficions d'un climat qui est plutôt sec en ce moment et chaud. Alors j'imagine que cela implique que vos équipes soient aux petits soins quotidiennement. De quelle manière cela se traduit-il? Ils sont aux petits soins effectivement parce que nous venons de finir la période des rempotages qui a lieu notamment au printemps. Et donc nous surveillons attentivement la météo et nous arrosons quand il faut arroser et nous n'arrosons pas quand la pluie se fait naturellement.
Il faut beaucoup d'eau de manière générale pour ce type de plantes? Non, pas du tout. Ce sont des plantes qui sont économes en eau. Et en hiver, je dirais, si vous les avez chez vous, il faut environ un verre d'eau par mois quand elles sont à l'intérieur. Et l'été, un petit peu plus, environ un verre d'eau par semaine. Ah bah écoutez, merci pour ces conseils. Pouvez-vous nous faire un peu rêver, car je pense qu'il y a des plantes assez rares et qui viennent peut-être de très loin? Alors oui, tout à fait, notamment au Centre botanique qui en fait a été créé en 1950 par Marcel Croalin. Et en fait, ce centre botanique regroupe de nombreuses plantes qui sont très rares, qui sont sur la liste de l'IUCN, donc la liste rouge des espèces protégées, un petit peu comme les pandas, je dirais, et encore sur la liste des CITES 2. Donc ce sont des plantes qui sont très rares, certaines n'existent plus dans leur habitat naturel. Notamment, nous avons ici un aloe pilantii qui est très âgé, très grand, et qui vit chez nous alors que dans son pays, il est pratiquement disparu. Un dernier mot, Diane, vous en avez un petit peu parlé déjà tout à l'heure, mais concernant le jardin exotique, est-ce que les travaux seront bientôt terminés? Et peut-être en piqûre de rappel, à quoi vont-ils servir concrètement? Je peux vous dire que les travaux concernent tout ce qui est faux rocher et vrai rocher. Il s'agit vraiment de la mise en sécurité du site. Et également le changement des passerelles. Donc à terme, nous allons changer les passerelles, les garde-corps et le cheminement piéton, donc tout ce qui est au sol, en imaginant aussi un nouveau jardin exotique un peu plus moderne, donc avec de l'électricité et de la lumière qui permettra donc de faire des visites nocturnes au jardin exotique, ce qui n'était alors pas possible. Et également des nouveaux points d'eau, peut-être faire rentrer la technologie avec des visites interactives avec vos iPhones, des iPads, etc. Diane Ortolani, merci beaucoup et on va suivre avec attention la réouverture post-travaux du jardin exotique. Merci à vous et je vous souhaite une belle soirée. Poursuivons avec des sujets en lien direct avec l'été. Les estivales du Rocher sont proposées le vendredi dans les ruelles de Monaco-Ville. Sur place, des enfants, des adultes, même des bikers. Un reportage de Juliette Rappert et Thomas Deus. Il a été le grand oublié des touristes et des monégasques pendant cette crise sanitaire. Monaco-Ville, grimacée par son manque de vie, reprend enfin son souffle. Après les Jeudis du Rocher l'an passé, cette année, ce sont les estivales du Rocher qui animent les rues du quartier. Les années précédentes ont été difficiles à cause du Covid. Le gouvernement nous a entendus. Grâce à Reviver nos quartiers, nous a proposé un budget pour pouvoir faire des animations, pour pouvoir voir tous ces petits-enfants courir et redonner la vie naturelle à Monaco-Ville. Le fait de voir ces enfants jouer, le fait de voir du monde, pour moi, c'est important. Même si aujourd'hui, on y est peut-être beaucoup à ne pas ouvrir le tiroir caisse. Je pense que l'important aujourd'hui, c'est la solidarité et faire découvrir Monaco-Ville aux locaux. Et ça, c'est un point auquel je tiens énormément. Vous pouvez également découvrir l'association des cartophiles de Monaco ou faire un tour en Harley-Davidson pour 5 €, deux façons différentes de redécouvrir la principauté. On essaie d'insuffler un petit peu notre passion que nous avons et puis de faire connaître notre pays en leur faisant faire un tour de Monaco. On a la chance de découvrir dans ces petits morceaux d'images du passé des pépites, des aspects de Monaco qu'on n'a pas l'habitude de connaître et qui nous permettent de voir un aspect différent de Monaco. Tous les vendredis, vous pourrez donc admirer mannequins, bulleuses et musiciens déambuler dans les rues, mais aussi vos enfants pourront décorer, fabriquer ou partir à une chasse au trésor grâce aux différents ateliers proposés. Monaco-Ville où les touristes ont d'ailleurs pour habitude d'acheter des souvenirs. Oui, mais lesquels? Archibald Sandretto est parti à leur rencontre. C'est vrai que les couleurs de Monaco, le rouge et le blanc sont attrayantes, que ce soit en vêtements, casquettes, magnettes, voilà, ça peut être sympa pour garder un petit souvenir de notre passage sur le Rocher. Moi, étant donné que je suis plus un magasin officiel de Formule 1 et de motorsport, et c'est essentiellement le plus gros de mes ventes en fait, donc ça va du t-shirt à la casquette marche très bien cette année puisqu'il fait chaud, et c'est essentiellement des produits officiels qu'on vend nous plus que du souvenir. La maison du limoncello est née d'une idée de faire renaître l'histoire commune entre Menton et Monaco. On a trouvé judicieux effectivement de faire renaître cette histoire et de proposer à la clientèle
clientèle locale comme aux touristes, bien entendu, un produit qui soit à la fois un souvenir et à la fois un produit de qualité à consommer. Ils ont un produit qui est local, fabriqué localement, puisqu'on met en bouteille sur place notre limoncello. Il est fabriqué vraiment localement avec des bons produits artisanaux et bien entendu dans un packaging haut de gamme qui s'adapte bien à la principauté, mais dans un tarif abordable. L'agenda estival de la Principauté est rythmé notamment par la programmation du théâtre du Fort-Antoine. Spectacles, concerts, conférences, la 51e édition propose des rendez-vous jusqu'au 6 août. Retour ce soir sur Voyage Voyage, une production Le Yansekiang, comme vous l'explique Juliette Rappert. Madame, ça va ? Transformée en laverie, la scène du Fort-Antoine accueille une création de théâtre musical dirigée par Anne-Lise Imberger. Inspiré du poème de Baudelaire Le Voyage, ce spectacle vous propose de découvrir des rencontres improbables dans un lavomatique. Je trouve que c'est des endroits où tout le monde peut se croiser, des gens qui ne seraient jamais amenés à se rencontrer peuvent se croiser dans une laverie, soit parce que leur machine à laver s'est cassée, soit parce qu'ils sont à l'étranger et qu'ils sont dépourvus de machine à laver, soit parce qu'ils sont débordés de linge s'ils ont une famille nombreuse, ou etc., etc. Et là, on peut croiser des gens qu'on ne croiserait jamais autrement. 5 personnages se croisent dans cette laverie le temps d'un cycle d'une machine et partagent leurs désirs d'ailleurs et de voyage. Ce mélange, à la fois des habits dans une machine à laver et puis des êtres humains, dans cette sorte de lieu d'attente où on attend, peut susciter des rencontres, où le temps peut être un peu dilaté. On attend que son linge soit lavé et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe en regardant l'autre, en songeant à tout ce à quoi on peut aspirer mais qu'on n'ose pas vivre. Ça va, madame ? Une création de théâtre musical aussi drôle que sensible pour le plaisir des spectateurs. Place ce week-end, Julia, au Grand Prix de Hongrie, la 11e manche de la saison 2021 de Formule 1. Tous les regards sont donc tournés vers Charles Leclerc. Alors qu'il a terminé 2e durant la manche britannique, le Monégasque se classe à la 7e position des qualifications de ce Grand Prix de Hongrie. Tour énorme, Sandrine, de Lewis Hamilton qui signe le meilleur temps de chaque secteur. Le Britannique devance d'ailleurs l'autre Mercedes pilotée par Bottas et la Red Bull de Max Verstappen. Ce dimanche 1er août, le départ du Grand Prix de Hongrie sera donné à 15 h. Bonne chance à Charles Leclerc. Restons dans le sport automobile avec le kart indoor de Monaco, ouvert pendant tout l'été. Si vous avez envie de vous amuser, que vous soyez petit ou grand, le kart indoor de Monaco vous procurera à coup sûr des sensations fortes avec un tout nouveau circuit mais aussi de nouveaux bolides électriques. Les pistes sont ouvertes pendant ces vacances du lundi au dimanche de 15 h à minuit. Il vous faudra compter, Sandrine, 20 € pour une session de 8 minutes. Vous nous emmenez à présent, Julia, du côté du musée océanographique avec un bon plan pour l'été. Oui, Sandrine, une offre spéciale cet été au musée du 3 juillet au 29 août. Bénéficiez de 20% de réduction sur les billets d'entrée adultes et enfants achetés sur le site internet oceano.org pour une entrée avant 11 h ou après 17 h. Plus généralement, durant tout l'été, le musée océanographique fait le plein d'animation. Il y en aura, Sandrine, pour tous les goûts. Vous pourrez percer les secrets du corail dans un parcours thématique en 6 étapes ou encore découvrir un bassin tactile pour tout savoir de la faune et de la flore du littoral méditerranéen. Au programme également, si cela vous dit, un plongeon sur la grande barrière de corail avec l'exposition digitale et interactive qui s'appelle Immersion. Un escape game est aussi disponible dans lequel vous pourrez vivre une course folle contre la montre à bord du célèbre bateau Princesse Alice II. Merci Julia. Et pourquoi pas inscrire vos enfants à l'Académie de la mer. Pour leur donner envie, voyez ce reportage de Yannick de Bever et Sylvain Perromal. Le signal retentit, les pirates sont prêts. Qui en est nous ? On est les pirates ! Tous les matins en été, le cri de guerre se fait entendre sur la plage de Larvoto. Les pirates des abysses, ce sont des jeunes monégasques de 7 à 15 ans avec un point commun, une fin d'aventure insatiable. Là, je suis en train de griller la bouteille, donc il faut mettre ça, il faut le mettre là. Et je l'ai mal fait. Tu vois, il y a un petit ressort. Ok. Tu vas faire quoi aujourd'hui ? On va faire la plongée et la randonnée palmée. Pendant 5 jours, les enfants partent vers les plus beaux plans de plongée autour de Monaco. Aujourd'hui, direction la rade de Villefranche pour y découvrir l'écosystème. Milieu largué. Généralement les bêtes. Et personne à ma bord.
Alors l'Académie monégasque de la mer a une mission bien précise, c'est la sensibilisation à la faune et à la flore méditerranéenne pour les enfants à partir de 8 ans. Et par le biais de 3 activités principales que sont la plongée libre, la plongée scaphandre et la randonnée subaquatique. On fait un stage de plongée, mais on ne fait pas que de la plongée, on fait des randonnées palmées, on fait des nœuds, on apprend la faune et la flore et des fois on fait du sauvetage aquatique. Chaque semaine, une cinquantaine d'enfants se relaient à l'Académie monégasque de la mer. En 20 ans, l'école n'a cessé d'évoluer jusqu'à atterrir dans les nouveaux locaux du Larvoto début juillet. Un établissement 2 fois plus grand pour une capacité d'accueil doublée. On avait une ancienne formule il y a 4 ans, de 2002 à il y a 4 ans, donc jusqu'en 2017. C'était tout au départ de la plage. On partait du local, on était sur la plage toute la journée et les activités avaient lieu en bordure de plage. Depuis 4 ans qu'on a ce bateau, on est tous les jours en mer et on se rend compte qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes. C'est-à-dire que même en accueillant 65 enfants par jour, on en refuse pratiquement 25 tous les jours. On sait déjà que l'année prochaine, on va multiplier nos activités de façon à principalement répondre aux attentes des gens. Protéger la nature à mes risques et périls. L'Académie monégasque de la mer propose également tout au long de l'année des séances pour tous les publics. Restons dans la thématique de l'eau en prenant la direction de Tokyo, puisqu'il restait un monégasque en lice, le jeune nageur Théo Druhen. Bonsoir Émilie, comment s'est déroulée sa compétition ? Bonsoir Sandrine, eh bien on peut dire que le Benjamin de la délégation ne s'est pas laissé impressionner par l'ampleur de l'événement. Il a rempli pleinement ses objectifs sur 1500 mètres nage libre, en se permettant même de pulvériser son record personnel lors de ces Jeux. Je vous propose d'écouter Théo Druhen ainsi que son entraîneur Michel Pou au micro de Serge Prémont. Quand j'ai tourné la tête pour voir le temps, je me suis dit non, c'est pas possible parce que je ne m'attendais pas à faire ce temps-là, je m'attendais à faire dans les 16-20 et pas en dessous. Donc c'est une grande joie. Il y avait plusieurs écueils à éviter dans cette course, un trop plein d'énergie, un trop plein d'envie sur la première phase. Il a réussi à passer outre. Un deuxième écueil qui était de techniquement réussir à nager maîtrisé pendant l'ensemble de la course, avec de nouvelles modalités techniques parce que effectivement il évolue très vite et les performances le montrent, mais techniquement aussi il évolue très vite. Il a enlevé à peu près 15 mouvements par 50 mètres en quelques mois, donc ça ne se fait pas sans difficulté. Donc il est parti sur des modalités techniques et d'une efficacité assez importante qui me faisait peut-être craindre la suite de la course, mais il a su se remobiliser après le 600 mètres et puis à nouveau dans la dernière partie de course pour réaliser ce 16-17. Pour moi personnellement c'était une très bonne expérience, ça s'est très bien passé, j'éclate mon temps de 20 secondes, j'ai passé un très bon moment ici dans le village et tout ça malgré le Covid. L'ambiance dans l'indégation était très bonne donc c'était un bilan plutôt positif. Des vacances bien méritées pour les athlètes monégasques qui ont pour certains déjà quitté Tokyo. L'heure du bilan a donc sonné et pour le dresser justement avec nous, Mathias Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Mathias Raymond, parlons tout d'abord de votre travail. Vous êtes chef de mission au sein du comité olympique monégasque. Quelles ont été vos fonctions sur place à Tokyo ? Alors pour essayer de faire simple, en fait le rôle du chef de mission commence bien en amont des Jeux, bien avant le départ, disons à Tokyo pour ce qui nous concerne, où on a un très gros travail de préparation à faire. Alors c'est un travail de préparation qui est fait conjointement évidemment avec tous les collègues au comité olympique, dont je profite l'occasion pour saluer Christine, Damien et Sébastien, et évidemment son Excellence Madame Lambin-Berty. On travaille sous sa direction. Et donc ce travail, il est fait conjointement, collectivement, tous ensemble. Et donc ça, c'est toute la partie préparatoire qui prend bien sûr beaucoup de temps. Et après, les missions concrètes et spécifiques du chef de mission commencent dès son arrivée donc au Japon, à Tokyo, où alors on a beaucoup de choses à faire, notamment valider toutes les inscriptions et les accréditations de toute la délégation. Ça, c'est la chose par laquelle on commence systématiquement. Et puis ensuite prendre possession des locaux, donc quelque chose qui prend un petit peu de temps aussi, mais qui est toujours très sympathique à faire, c'est l'installation des drapeaux et des décorations, parce que c'est vraiment à ce moment-là que
que le pays prend possession du village olympique et s'affiche à côté des autres délégations et des autres pays. En tant qu'athlète, votre discipline était l'aviron. Vous aviez par le passé participé à des JO. Qu'est-ce que cela vous a fait de prendre part à des Jeux à huis clos cette année? L'idée était déjà acquise, donc c'était une moindre surprise. Et après, donc voilà, sur toutes ces mesures qui ont été mises en place, elles sont certes extrêmement contraignantes, alors pour toutes les parties prenantes, pas uniquement les athlètes, mais vraiment toutes les personnes qui ont une accréditation olympique autour du cou devaient s'y soustraire. Mais encore une fois, voilà, c'était la condition sine qua non pour que les Jeux puissent se tenir. Il était question un peu plus tôt dans ce journal de Théo Druhen, mais grâce à nos envoyés spéciaux Émilie Rousseau et Serge Prémont, nous avons pu suivre le parcours de l'ensemble des athlètes monégasques. Quel bilan pouvez-vous dresser au terme de leur participation, Mathias ? Ça serait vraiment une conclusion extrêmement positive pour tous nos sportifs qui ont abordé ces Jeux compte tenu du contexte, d'une façon vraiment très professionnelle, j'ai pu trouver. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai pu être sportif à l'époque et donc je retrouve peut-être dans leurs yeux et dans les attitudes certains traits qui démontrent de leur volonté de bien faire. C'était vraiment une volonté de bien faire qui était partagée par tous et qui a sans doute été communicative entre eux, puisque voilà, Quentin, qui a ouvert le bal des compétitions en premier dès le 23 juillet, a donné un petit peu la mesure et le tempo en réalisant d'entrée de jeu de beaux parcours. Et après, voilà, c'est tous les athlètes qui, tour à tour, vraiment ont fait preuve de beaucoup de détermination. Et ça s'est senti dans les résultats qu'ils ont réussi à obtenir, puisque chacun d'entre eux réalise vraiment une magnifique compétition olympique et on ne peut que se réjouir de tous ces bons résultats obtenus. Vous allez bientôt quitter l'Asie et regagner Monaco. Une dernière question, à peine rentré, il sera déjà question d'autres compétitions? D'ici le Japon, je vous parle des Jeux de Tokyo, mais les collègues au comité olympique sont déjà en plein dans la préparation de Pékin 2022. Et donc les échéances sont extrêmement rapprochées. Et en plus de ça, on a toutes les compétitions continentales et européennes qui reprennent aussi, avec en 2021 les Jeux méditerranéens à Oran et les festivals olympiques de la jeunesse d'été et d'hiver qui vont s'enchaîner aussi. Donc on a un agenda sportif très chargé, évidemment en ayant Paris 2024 en ligne de mire. Merci beaucoup, je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup pour en tout cas votre soutien et l'intérêt que vous nous portez. Merci beaucoup. Alors Julia, est-ce qu'il fera beau dimanche pour le retour d'une partie de la délégation monégasque sur le Rocher ? Ce dimanche, Sandrine, le temps n'est pas au beau fixe. Des orages et des averses sont prévus. Il y aura aussi du vent dans la principauté. Concernant les températures, elles oscilleront entre 21 et 29 degrés. Et nous perdrons encore 1 minute de soleil. Il se couchera sur le Rocher à 20h56. Demain, n'oubliez pas les Alphonse pour leur fête. Merci beaucoup Julia. Fin de cette édition. N'oubliez pas, dimanche, rendez-vous hebdomadaire avec le best-of. On se quitte avec ces photos signées Stéphane Dana, un soir d'été à Monaco. Merci pour votre fidélité. À dimanche.